Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar et ce soir avec Pierre Levigan, nous avons intitulé notre premier tour de table de 2022, Le Grand Empêchement. Le Grand Empêchement qui est le titre du livre de Pierre Levigan publié chez Perspectives Libres, la maison d'édition du Cercle Aristote. Bien entendu, le lien sera dans le champ de description de l'émission. Je commence ce Café Noir en souhaitant malgré tout et contre tous la bonne année à nos amis abonnés et téléspectateurs et bien entendu à notre ami Pierre Levigan. Nous avons clos en 2021 notre première année d'activité sur YouTube et Odyssée avec 104 vidéos. Nous espérons continuer de faire de même mieux cette année. Toutefois, en cette début d'année, je voudrais insister sur les abonnements. Notre objectif est de dépasser rapidement les 1000 abonnés. N'oubliez pas donc de vous abonner gratuitement en un seul clic à notre chaîne pour suivre nos activités et pour nous donner un coup de pouce avec le référencement sur YouTube ou Odyssée. Ceci dit, entrons dans le vif du sujet, avec 3 à 4 questions bien précises. Bien entendu, la quatrième de couverture du livre est aussi disponible dans le champ de description de la vidéo. Pierre, je commence avec la première question. À la page 18, tu parles des 2 sécularisations. Peux-tu revenir sur ce thème? Oui, merci Gilbert, et bonne année bien sûr, bonne année à tous les auditeurs de Café Noir. Alors oui, je parle des 2 sécularisations. Alors la sécularisation, c'est en fait la descente sur Terre, la descente dans le monde de la société, dans le monde de l'histoire des hommes, d'idéaux qui auparavant appartenaient au monde du ciel, au monde de l'au-delà, en quelque sorte, le supralunaire en termes d'Aristote. Ces 2 sécularisations, donc, ça consiste donc à se poser sur Terre la question de réalisation d'objectifs que l'on réservait auparavant à la vie après la mort, en quelque sorte, à la vie au paradis, voilà. Et donc, alors la première des sécularisations qui est la plus évidente, et nous y sommes encore, c'est tout simplement la sécularisation des idéaux du christianisme, c'est-à-dire la charité, l'attention à l'autre, les droits de l'homme. Eh bien, l'actuelle religion des droits de l'homme dans laquelle baigne non pas toute la Terre, mais en fait essentiellement l'Occident et surtout l'Occident européen, eh bien, c'est la sécularisation des idéaux chrétiens. C'est-à-dire, c'est le christianisme désencastré de la civilisation européenne qui devient une sorte d'exigence universelle. Donc ça, c'est la première et principale des sécularisations, c'est celle du christianisme qui devient l'idéologie des droits de l'homme. Il y a eu d'autres formes de sécularisation consistant à se poser dans le monde de la société des hommes la question du sacré et la question d'un lien religieux, mais qui ne soit pas la descente sur terre des idéaux chrétiens, qui soit la descente sur terre d'autres idéaux. Alors ça a été le cas du communisme comme religion, puisque ça a été quasiment une religion, et ça a été le cas aussi du fascisme et surtout du national-socialisme comme nouvelle religion. Dans le cas du national-socialisme, c'était une religion de la race, une religion plus largement même du vitalisme, une religion de l'internationalisation en quelque sorte de l'antisémitisme, et effectivement, c'était de l'ordre d'une religion. Et même en Italie fasciste, il y a un ouvrage d'Emilio Gentile, à confondre avec évidemment le philosophe assassiné en 1944, qui s'appelait la religion fasciste, c'est-à-dire une religion de l'homme nouveau italien fasciste. Voilà donc les 2 sécularisations, mais celle consistant à croire sur terre à autre chose que le christianisme, cela a disparu avec la fin des totalitarismes du XXe siècle. Toutefois, on peut considérer que la cancel culture et le wokisme constituent une sorte de nouvelle religion d'auto-flagellation de l'Europe. À certains égards, il y a une nouvelle religion qui surgit, qui est le wokisme, mais durera-t-elle longtemps? Ça, c'est une autre question. Bon, je passe à la deuxième question. Donc, à la page 76, tu parles de 2 formes de la liberté. Quelles sont-elles? Alors, voilà. Alors, effectivement, un aspect très important, c'est que nous sommes passés de la liberté civique des anciens, des Grecs et des Romains, surtout des Romains, du reste, à la liberté des modernes. Alors en fait, la liberté des anciens, c'est une liberté qui est contextualisée, c'est-à-dire que nous sommes libres dans une société donnée de remplir nos devoirs sociaux, d'être fidèles à l'esprit de cette société, d'être fidèles aux dieux, d'être fidèles à nos représentations, d'être fidèles à l'éthique de cette société, ça c'est tout ce que l'on voit chez Marc Aurèle, par exemple, chez le stoïcisme tardif, tandis que la société des modernes, c'est une liberté des sociétés individualistes, c'est d'une société qui rompt avec le holisme, c'est-à-dire avec l'esprit communautaire des sociétés anciennes, des sociétés antiques et même des sociétés médiévale et des sociétés de l'Ancien Régime, c'est une liberté complètement individualiste, c'est-à-dire j'ai le droit de faire tout ce qui ne nuit pas directement
à mon voisin, notion qui peut aller très loin, puisqu'on oublie la notion de bien commun, c'est-à-dire que sans nuire directement à mon voisin, je peux faire des choses qui ne vont pas dans le sens du bien commun, en m'appropriant par exemple des ressources qui devraient être communes, comme les ressources de l'eau, etc., en empêchant mon voisin, par exemple, de faire passer ses troupeaux sur mon terrain. Vous voyez, en individualisant tous les aspects de la vie sociale, alors que certains peuvent être individualisés, mais d'autres doivent rester communs. Eh bien, quand on oublie complètement le commun, on passe de la liberté des anciens à la liberté des modernes. Paul-Marie Couteau a très bien expliqué ça il y a déjà longtemps, il y a presque une dizaine d'années, dans un article qui était bref, mais qui était percutant de valeur actuelle. Je réexplique cette distinction en revenant dessus assez longuement dans mon ouvrage, dans Le Grand Empêchement. C'est vraiment une distinction fondamentale. Finalement, ce pourquoi nous sommes passés des droits de faire un certain nombre de choses au droit à tout, droit à la santé, droit au logement, etc. C'est-à-dire que le dernier arrivé en France a droit à tout ce qui existe en France, même s'il n'a jamais cotisé, même s'il n'a jamais participé à la production de cette protection sociale qui, en fait, relève d'un travail collectif de notre nation, mais ne peut pas être attribué à tous les arrivants qui ne partagent pas notre histoire et notre représentation de l'histoire de France et qui ne se sentent pas solidaires des luttes sociales qui ont permis la construction de ces protections sociales. Cette troisième question a comme référence la page 193 de ton livre. Alors, est-ce que les totalitarismes sont-ils antidémocratiques ou sont-ils, comme dit Jean Dutour, des formes paroxystiques de la démocratie? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, on dit les totalitarismes, le communisme, le national-socialisme, le fascisme italien sont antidémocratiques au sens où, même s'il y a en général un vote crée ces régimes, il est, alors dans le cas du national-socialisme, du fascisme, c'est le cas. Dans le cas du communisme, c'est déjà moins le cas, puisque la révolution d'octobre est avant tout un coup d'État. Ensuite, les élections sont de moins en moins fréquentes et se font sous des formes moins traditionnelles. Toutefois, finalement, ces totalitarismes se veulent une réponse aux insuffisances de la démocratie. C'est-à-dire que, compte tenu de ce que le peuple, dans beaucoup de démocraties classiques, c'est-à-dire, on va dire, pour faire court, de démocraties parlementaires, ne se sont pas représentés, ces totalitarismes prétendent faire corps avec le peuple, c'est-à-dire que le parti devient en quelque sorte le représentant du peuple qui irrigue l'État, donne à l'État sa forme. L'État adopte la forme en quelque sorte du parti qui devient le moteur de l'État et finalement le parti est le moyen de permettre au peuple de circuler en quelque sorte dans l'État, de faire en sorte que l'État soit directement l'émanation du peuple et non pas une instance séparée comme c'est le cas chez Carl Schmitt, en quoi Carl Schmitt n'était pas national-socialiste, ce que les nationaux-socialistes avaient bien compris et lui reprochaient. Et donc, effectivement, les totalitarismes se prétendent finalement la forme réelle de la démocratie. En Union soviétique, à un moment donné, à partir des années 50, le Parti communiste d'Union soviétique explique qu'il n'y a plus de dictature du prolétariat parce que l'État est devenu l'État du peuple tout entier. C'est-à-dire que finalement, tout membre du peuple doit se reconnaître dans l'État. C'était un peu d'ailleurs l'idéal de Jean-Jacques Rousseau. Là, on passe à la quatrième et donc dernière question. Qu'appelles-tu le corps absent de la nation? Et la référence, c'est la page 189 de ton ouvrage. Oui, tout à fait. Alors, on explique, Ernst Kantorowicz, le grand historien, expliquait dans les années 25-30 qu'il y avait deux corps du roi. Le corps mortel, hein, évidemment, Louis XIV meurt à un moment donné, et le corps immortel, puisqu'on dit le roi est mort, vive le roi. Et donc, évidemment, le corps de la nation était incarné par le roi. Et là, il y a un corps absent du fait du passage de la royauté, de la monarchie à la République, mais plus encore du fait du raccourcissement, du court-termisme en quelque sorte, alors déjà du passage du septennat au quinquennat, de la limitation de la possibilité de se représenter à une seule fois hein, pour le quinquennat dans la constitution actuelle, et puis aussi au fait que nos présidents ne sont plus des présidents, ce sont des super premiers ministres ou tout simplement même des super ministres, et ce sont aussi à certains égards des délégués de l'Europe de Bruxelles, de simples administrateurs généraux de la Startup Nation, comme dit Emmanuel Macron. Et de ce fait, la nation n'est plus incarnée éternellement au-delà des personnes par un corps qui serait précisément le corps présent du roi. Alors on peut noter très brièvement pour conclure que d'ores et déjà, on pouvait se demander si dans le passage de l'idée impériale, celle de Charlemagne et celle du Saint-Empire romain germanique, à l'idée plus modeste de la royauté capétienne, il n'y avait pas déjà une certaine désacralisation et de ce fait, un certain effacement de la présence éternelle du
du corps de la nation, même si on disait le roi est mort, vive le roi. Mais le roi était déjà un degré de sacralité inférieur à l'impérium. Donc voilà, c'est une grande question qui est celle en fait de l'incarnation et de la nostalgie monarchique, dont Macron d'ailleurs avait conscience puisqu'il en avait parlé dans un de ses discours ou un de ses entretiens en début de quinquennat, mais auquel il n'a aucunement remédié. Pour y remédier, il faudrait que le président soit arbitre, il faudrait évidemment rétablir le septennat et il faudrait revenir à un régime dans lequel le président ne soit pas un super premier ministre, mais soit en quelque sorte en retrait, une sorte de garant suprême, donc forcément en retrait de la politique politicienne par rapport aux intérêts supérieurs de la nation. Mais actuellement, nous avons un président qui est une sorte de manager, de PDG de l'entreprise France, et ce n'est pas du tout l'esprit français, ça ne répond pas du tout aux besoins de sacralité qui existent au sein du peuple français. Donc, ça va être la parole de la fin. Ah non, vas-y, si tu as encore quelque chose à dire. Non, je te remercie grandement et je suis heureux de la vitalité de Café Noir avec nos autres amis, hein, comme André Archambault, comme Nicolas Bonal et son talent qui fait mouche à chaque fois. Sur ce, donc, je remercie nos téléspectateurs comme d'habitude. Je leur rappelle, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de s'abonner à notre chaîne et à bientôt pour un prochain Café Noir.